voudrais commencer par deux, j'allais dire, immenses remerciements. Euh, Bien sûr, celui vis-à-vis d'Alain qui vient de nous expliquer comment marche l'induction, c'est quelque chose de réellement fantastique. Je crois que tout le monde a dû s'en rendre compte ou en prendre conscience tout de suite. Moi, personnellement, quand la première fois Alain m'a expliqué ça, ma curiosité coutumière a été complètement bluffée. Et quand il m'a expliqué en plus que la vitesse de déplacement du véhicule rechargé n'avait aucune conséquence sur la masse de l'importance de la recharge, là, on a tout de suite compris qu'on était en face de quelque chose de formidable, non seulement sur le plan technique, mais sur le plan des choix de l'énergie. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'hydrogène ou d'électricité, notre intervenante tout à l'heure à l'ouverture nous l'a bien expliqué, on oppose souvent l'électricité qui est plus lente et l'hydrogène qui est plus rapide, mais avec le système de l'induction dynamique, on ne parle plus de ça. On n'a plus besoin de choisir l'énergie en fonction du temps passé. Voilà, on charge en roulant au fil de l'eau, au fur et à mesure on se déplace. Donc, on n'a plus besoin de se casser la tête avec le problème de la charge, ni en termes temporels, ni physiquement, si vous voulez. On n'est plus attaché à un lieu, puisque le problème de l'hydrogène, pour un particulier, j'entends, hein, bien entendu, l'usage industriel, on n'y revient pas. L'usage en transport, c'est formidable. Il faut juste faire la différence entre le transport public et la voiture du simple particulier, parce que là, c'est différent, bien entendu. Et là, c'est formidable que tout à l'heure, le système de l'hydrogène ait été expliqué dans toute son ampleur, parce que souvent, on entend parler de l'hydrogène d'une manière monobloc et on ne distingue pas les choses, ce qui est un discours qui n'est pas bon. Là, il y a bien eu la distinction et c'est parfait parce que pour un particulier, il est clair que ce n'est pas une solution viable, tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas de réseau et que pour une énergie fonctionne, il faut qu'elle ait son écosystème. C'est comme ça que la marque américaine Tesla est devenue, en 10 ans, du stade zéro au stade de premier constructeur automobile mondial parce qu'ils ont créé l'écosystème des stations de recharge, des superchargeurs, et que donc, tout de suite, immédiatement, dès l'achat, la voiture est devenue totalement utilisable. Donc, c'est un peu là où on a un problème, nous, aujourd'hui. Mais donc, l'hydrogène a des avantages. Il y a l'inconvénient d'être attaché à la station-service. On la passe sur l'électricité. Et puis maintenant, avec l'induction, on n'a même plus besoin de stations, mis à part celles qui ont été présentées par Alain Jaffari, où il est possible d'avoir des relais, mais on supprime la quasi-totalité des inconvénients du choix de l'énergie. Donc, c'est vraiment formidable. Ensuite, il y a bien sûr le volet compétition, où je suis particulièrement motivé puisque je suis pratiquant et créateur de disciplines sportives électriques ou hydrogène d'ailleurs. Et le projet de Charac, dont vous avez un petit peu entendu parler, effectivement, va montrer ce démonstrateur. Et là, ce démonstrateur, il va rentrer dans le discours que nous devrions tous tenir. Parce que nous avons souvent des réunions ou des échanges comme celui d'aujourd'hui avec beaucoup de techniciens et on a souvent l'impression que nos concitoyens, le citoyen, l'utilisateur de base est absent de ce débat. Et c'est quand même embêtant parce que c'est pour lui qu'on travaille, c'est pas pour la gloire. Et il se trouve qu'on doit absolument tenir compte des desiderata du consommateur et du citoyen. Donc, habituellement, et depuis que l'automobile existe, on l'a vu tout à l'heure avec la transition, c'était amusant, de la voiture à cheval à la voiture thermique, on a toujours utilisé la compétition pour valoriser le produit, montrer qu'il est efficace et que l'on peut prendre du plaisir à l'utiliser. Et bien aujourd'hui, on est encore à ce stade. La transition que nous vivons entre la voiture à pétrole et la voiture à nouvelles énergies, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il faut qu'on consacre du temps, et à mon sens, ce n'est pas suffisamment fait actuellement, il faut qu'on consacre du temps pour séduire le consommateur et séduire le futur utilisateur. Parce que quand on va annoncer, on a parlé des zones, des centres-villes à zéro émission hier, quand on va annoncer aux gens, ben non, là, je suis désolé, monsieur, vous laissez votre voiture là parce que vous n'avez plus le droit de descendre en ville, il va falloir faire autrement. Si on n'a pas fait de la pédagogie auparavant pour mettre de l'huile dans tout ça et expliquer qu'en fait, il y a des solutions intéressantes et il y a des avantages, eh bien,
on peut craindre, on avait évoqué très loin le problème des gilets jaunes hier. On va pas dramatiser aujourd'hui, mais il n'en faut pas beaucoup pour enflammer les gens sur un sujet comme l'automobile. Voilà, parce que chez les Latins, nous sommes des Latins, l'automobile, c'est encore quelque chose qui représente de l'affectif, qui représente beaucoup de sentiments. Et ce n'est pas un objet comme un autre, l'automobile. Ça l'est pour un certain nombre de nos concitoyens qui se détachent de ce concept-là, mais pour encore beaucoup de monde, il y a de l'affectif dans les choix et on a encore besoin quand on rentre notre voiture le soir à la maison, que notre voisin nous regarde avec un œil d'envie, c'est encore quelque chose qui existe et dont il faut tenir compte. Et au niveau des nouvelles énergies, c'est un vrai choix parce que maintenant on arrive avec des voitures électriques à donner l'envie aux voisins d'en acheter une, alors que c'est assez récent, ça, cette bascule psychologique, puisque jusqu'à présent, ben, votre voisin, il avait plutôt l'air de dire qu'est-ce qu'il a acheté, le voisin, mais il va s'embêter avec quelque chose qui ne va pas marcher. Ben, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on montre qu'on a assumé sa propre transition énergétique personnelle, eh bien, on donne envie à d'autres personnes de reproduire ça, et c'est là où on est en train de gagner comment dirais-je, l'enjeu, j'allais dire la guerre de l'énergie, mais c'est vrai que c'est dans l'envie et dans la motivation qu'on trouve les ressorts nécessaires. Et je ne veux pas demander à toutes les personnes qui parlent de ces nouvelles énergies s'ils ont déjà eu l'occasion de faire leur propre transition énergétique à eux. On serait peut-être surpris dans le mauvais sens. Il y a encore trop de personnes qui parlent de ces sujets sans avoir conduit une voiture électrique eux-mêmes, quoi. Et cette expérience basique est complètement indispensable aujourd'hui. Quand j'interviens devant des forces de vente de constructeurs, je leur dis que quand un prospect rentre dans une concession automobile pour demander des informations sur la voiture électrique, il ne faut pas engager la conversation, il faut prendre le client par la main, l'amener dans la voiture, faire un petit tour et après discuter. Et là, pour tester cela à travers beaucoup d'occasions sur des opérations de baptême découverte que nous menons aux quatre coins de la France, on s'aperçoit tout de suite que dès qu'on a on s'est installé dans la voiture, j'allais dire, on s'est assis dans la voiture, c'est là qu'on comprend. Voilà. Et l'état d'esprit change immédiatement. Donc voilà ce qu'on peut ressentir sur l'électricité, au-delà, enfin l'électricité, sur les nouvelles énergies, au-delà bien sûr du choix, parce qu'on parle parfois beaucoup d'une solution qui n'est pas immédiatement utilisable. Quand on parle de l'hydrogène, par exemple, on le sait, mais l'hydrogène, tant qu'il n'y aura pas un vrai réseau de distribution, ça manque de créativité et ça manque de fiabilité et de crédibilité surtout. Voilà. Aujourd'hui, si vous achetez un véhicule hydrogène, eh ben, on peut faire 5 ou 600 ou 700 km, c'est tout à fait exact, mais c'est compliqué de recharger même à Clermont-Ferrand et d'aller au bout de 700 km, d'aller retrouver un autre point de recharge. Donc, le réseau passe par cet environnement, cet écosystème de l'hydrogène pour un particulier n'existe pas au jour où nous parlons, à ce jour. Et donc, c'est bien de parler de technique, mais voilà, le monsieur tout le monde, nos concitoyens de base, eh ben, ils écoutent ça d'une manière assez dubitative. Parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de leur montrer la réalité, parce que la réalité n'existe pas. Il faut savoir qu'il n'y a que sur le marché automobile, aujourd'hui, en Europe, pour ne pas dire plus loin, il n'existe que 2 autos. Hein, on les a cités tout à l'heure, le Hyundai et la Toyota Mirai, qui sont des voitures très intéressantes, mais il y en a 2. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas avec un choix simplement de véhicule que nos concitoyens vont se trouver satisfaits par rapport à ce choix. Donc, il y a plein d'autres éléments, autres que techniques, qui doivent être utilisés, notamment donc l'environnement, j'allais dire psychique, mais culturel peut-être aussi, de nos concitoyens, qui est trop souvent oublié. Je répète ça vraiment à chaque fois, c'est un leitmotiv pour moi, parce que c'est nos concitoyens qui vont acheter ces voitures et qui vont se mettre au volant, et là, il faudra que ça marche. Et aujourd'hui, les solutions d'alternatives sont
nombreuses sur le papier, sont plutôt rares dans la réalité. Effectivement, ce qui est le plus simple aujourd'hui, c'est effectivement de brancher sa voiture le soir à la maison et de rouler à l'électrique. Ça, c'est du concret, ça marche, on le sait. Ça peut durer moins d'un quart d'heure aujourd'hui, donc le temps de charge diminue régulièrement. Quand vous êtes chez vous, ben, on a coutume de dire que l'on charge en 1 minute à la maison. Alors, bien sûr, ça provoque des surprises. Ben, c'est 1 minute parce que c'est 30 secondes pour brancher la voiture le soir et c'est 30 secondes pour la débrancher le matin. Le reste du temps, vous ne posez pas le problème par rapport au téléphone portable, par exemple, pour savoir combien de temps il charge. On le branche, on charge et puis on s'en va. Voilà. Donc, il y a une façon pragmatique d'aborder ce choix des nouvelles énergies sur le terrain, au niveau de nos concitoyens. Et ça, c'est vraiment un élément qui est trop souvent oublié et qui permet de recentrer le débat d'une manière matérielle et d'une manière crédible. Merci beaucoup, Didier. Formidable. Alors, vous avez pris finalement la posture du citoyen éclairé que vous êtes. J'aimerais maintenant que vous remettiez votre casque et que vous nous disiez, voilà, sur route, qu'est-ce que j'aime dans la motricité électrique? Parce que moi, je conduis électrique aussi. Je ne sais pas en parler comme vous savez. Après, vous enlevez votre casque, vous revenez en ville. Et là, je suis sûr que vous respectez les vitesses, etc., etc. Il y a aussi une sorte de charme de l'électrique en ville. Est-ce que vous pouvez le faire partager? Oui, tout à fait. Le charme, c'est ce qu'on découvre quand on utilise les autos. Le premier des charmes, c'est le silence. Quand on monte dans l'auto, on est dans un environnement de silence. Ça, c'est déjà très dérangeant, enfin surprenant, on va dire plutôt. Et il y a une conséquence immédiate du fait de conduire dans un environnement silencieux, c'est qu'on a une conduite apaisée. On a une conduite apaisée parce qu'éventuellement on écoute son passager ou sa radio, tout simplement. Hein. Mais l'absence de bruit permet de rester calme. Et il y a aussi l'absence de levier de vitesse. Alors ça, c'est un phénomène qu'on connaît avec les boîtes automatiques, mais donc toutes les voitures nouvelles énergies sont en boîte automatique. Le fait de ne pas avoir à agiter une manette pour avancer, reculer, s'arrêter, repartir, etc., ça vous met aussi dans un environnement de calme. On arrive à manœuvrer la voiture d'une façon très simple. Et le premier ressenti, c'est ça. Et puis ensuite, il y a des choses un petit peu plus amusantes, et notamment la rapidité de la voiture, la nervosité de la voiture. Parce que comme on est dans le calme, on pense que la voiture n'est pas sportive ou n'est pas dynamique. Puisque souvent, le dynamisme, la sportivité, ça fait dans le bruit jusqu'à présent. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes en ville, vous avez même une petite voiture. On parlait des Zoé tout à l'heure, c'est le cas de toutes les entrées de gamme d'aujourd'hui, les ID 108, toutes les voitures qui sortent, il en sort tous les jours. Même avec une petite voiture, vous avez une capacité d'accélération qui est extrêmement agréable quand vous quittez votre feu rouge. Vous arrivez à vous mouvoir dans la circulation d'une manière très, très dynamique, très, très efficace. Et ça, c'est aussi vraiment une satisfaction extrêmement agréable. Super. Je peux rajouter que maintenant, c'est tout nouveau, ça. Hein. Je vous parlais de la réaction entre voisins tout à l'heure. En ville aussi, on le constate avec un petit peu d'égocentrisme, mais ce n'est pas désagréable. Les gens vous regardent maintenant. Avant, on ne les voyait pas, ces voitures. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup moins, hein, et on les connaissait moins. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Place de Jaune, par exemple, vous circulez, vous arrêtez pour laisser passer des piétons sur un passage clouté, un passage protégé, je veux dire. Les clous sont partis depuis longtemps. Les gens vous regardent. Ça veut dire qu'on existe maintenant dans l'environnement de la circulation et de la mobilité. Les voitures électriques ou à nouvelle mobilité existent. Et ça montre qu'on est passé d'une attitude de rejet ou d'indifférence, on va dire, à une réaction d'intérêt. Et on le voit aussi beaucoup dans les baptêmes. Quand on fait des baptêmes sur le circuit de Charade, il m'arrive assez souvent de monter 2-3 personnes rébarbatives dans la voiture, et 3 tours après, quand elles redescendent de la voiture, elles cherchent où se trouve le banc de commande.
ça va très très vite. Donc l'intérêt qu'on a aujourd'hui pour faire découvrir et adhérer, parce qu'il faut que le citoyen, nos concitoyens adhèrent à tout cela. Et ça, c'est fondamental. Et aussi, ça fait partie de ma remarque de tout à l'heure, mais c'est trop laissé de côté. Il faut que les citoyens adhèrent. Sinon, ça va mal se passer, très franchement. Hein. Donc, il faut qu'ils adhèrent. Et pour les faire adhérer, ben, il faut leur faire découvrir, la recette est extrêmement simple. Elle est simple à mettre en place et c'est celle-ci. C'est la découverte directe. Et c'est là où on assiste réellement à des basculements. Moi, j'ai monté des gens qui râlaient, qui étaient vraiment désagréables, mais qui venaient parce que quelqu'un les accompagnait et qui, dès la sortie de la voiture, posaient une multitude de questions parce qu'ils étaient séduits. Quoi. La séduction est quasiment immédiate. Parfait. Alors, on ne s'était pas coordonné, pas du tout avant, je le jure, mais vous avez utilisé le mot que je souhaitais entendre, qui est celui d'une conduite apaisée. C'est en tout cas l'expérience que j'ai. Moi, en ville, j'ai l'impression d'avoir une conduite extrêmement apaisée, mais au petit moment où j'ai besoin d'un peu d'agilité, elle est là. Et c'est absolument extraordinaire. J'ai une impression d'apaisement, justement, et il me semble que dans ce contexte, une cohabitation avec les autres véhicules est beaucoup plus facile que dans le cadre relativement heurté des moteurs que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Et je crois que c'est intéressant à le voir parce qu'on est quand même tous très sensibles aux questions de sécurité en ville. Et je crois que cette notion-là est quand même très, très importante. Tout à fait. Et un dernier mot peut-être sur la compétition. Depuis que la voiture automobile existe, on crée de la compétition pour valoriser ce produit, j'en parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, il existe un championnat de France des rallyes énergie nouvelle, il existe un championnat du monde dans lequel j'ai le plaisir de participer, mais la Fédération française du sport automobile, avec laquelle je travaille, est en train de faire muter l'une après l'autre toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Le circuit, le rallye, les courses de côte en montagne, c'est encore un petit peu en retard, mais vous savez que le Trophée Andros a basculé en 100% électrique. Tout le monde criait au scandale et à la disparition. Et puis bon, voilà, ça a l'air de se passer très bien en fait. Il manque effectivement l'ambiance du bruit, hein, ça c'est clair. Voilà, il y a des solutions qui sont en train d'apparaître pour ça. Au niveau de l'ambiance sonore, il y a un vrai problème. Pour être un passionné d'automobile, je suis le premier à le reconnaître, mais il y a des solutions pour individualiser le bruit de chaque personne, parce que vous savez que tous les circuits français ont des problèmes avec les riverains, hein, concernant le bruit qui est considéré comme une pollution, on est bien d'accord. Et on est en train de traiter ce problème-là pour le spectacle, parce que c'est un spectacle, une course auto quand même. Donc, on va répondre à ce problème-là. Mais on a de plus en plus des pilotes de thermique qui viennent nous voir, parfois des pilotes célèbres, mais qui nous disent « Ne dis pas que je suis monté dans ta voiture ». J'ai ce cas-là, mais c'est un délice. C'est un délice de voir des pilotes reconnus, des pilotes internationaux, découvrir une voiture sur circuit et être abasourdi en descendant. Puisque notamment, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit, mais la première réaction d'un des derniers à qui j'ai fait ce genre de plan, c'était de me dire, mais c'est formidable l'absence de bruit, parce que cette absence de bruit libère le cerveau. En fait, le bruit forcément mobilise une partie du cerveau, même inconsciemment, et donc ça permet d'augmenter le taux de concentration et donc d'améliorer le pilotage. Donc il y a un vrai, au niveau de la conduite et du pilotage, il y a un vrai plus qui vient de cette capacité-là sur le pilotage, et on arrive même, contrairement à ce que pensent beaucoup, à être sur un pilotage plus pur, parce que le pilotage, c'est la trajectoire et le freinage, c'est pas de faire vroom vroom à la sortie du virage. Voilà, donc on est dans l'apurement du pilotage, et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable.